330 Air France sur votre droite pour stop papa. Départ à destination de Maurice sur le vol ROU 045 pour la France pour 1880. Embarquement immédiat porte A51. Destination de Madrid sur le vol Air France 3254. 4 avions de ligne américains, tous détournés par des terroristes, se sont écrasés en 4 points stratégiques, semant la mort et la panique. Au début de l'année 2001, le transport aérien commençait à avoir un certain nombre de difficultés. Malheureusement, le 11 septembre a été un révélateur ou un accélérateur. Notamment aux États-Unis, où c'est une situation de quasi-faillite généralisée de tous les grands acteurs du transport aérien. La compagnie aérienne américaine United Airlines a officiellement déposé son bilan ce matin. Au moment où cette crise terrible s'est produite, Air France avait déjà fait les efforts pour réduire ses coûts et augmenter sa rentabilité. Même si Air France s'en sort mieux que les autres, la plupart des compagnies françaises sont dans des grosses difficultés. Air Lib et Air Littoral qui ont été particulièrement affectés par la crise du fait de la défaillance de Swissair. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de compagnies qui ne se géraient pas, ou qui se géraient mal, qui se sont retrouvées dans une difficulté auquel elles ne pouvaient plus faire face. Pour traverser la 14 gauche généralement. À l'opposé, on a des compagnies à bas coût qui tirent beaucoup mieux leur épingle du jeu parce qu'elles ont des dépenses infiniment inférieures aux compagnies traditionnelles. We don't use travel agents, and that means that essentially we use the internet to sell the majority of our seats. We also don't use tickets. We think that's very old-fashioned. En 2002, nous estimons que la croissance du trafic de ces compagnies est de l'ordre de 70%. So when you put low fares into the market, you're not only taking passengers from traditional airlines, you're creating brand new markets. Donc on a assisté à une augmentation du volume des passagers et avec des répercussions importantes au niveau de l'hôtellerie, au niveau du réceptif, si j'ose dire, dans la région ici à Toulouse, en particulier de la ville toulousaine. We're generally the only aircraft on the tarmac at the time, and if you have good processes, you can make a turnaround in 20-25 minutes, half an hour. Autant ce phénomène de concurrence me paraît sain s'il s'exprime avec des règles économiques exactement comparables. Et la DGAC joue le rôle du régulateur économique, c'est-à-dire de celui qui vérifie que les règles de la concurrence sont bien respectées. Line up runway 14 left and wait. Line up 14 left and wait, JetBlue 9430. Vous avez dû constater qu'aux États-Unis, on annonce des plans sociaux importants, notamment chez Boeing, plus de 30 000 personnes, alors qu'aujourd'hui, en Europe et en France, les industriels ont su s'adapter sans recourir à des plans, fort heureusement, à des plans aussi sévères. Aujourd'hui, les programmes sur lesquels on travaille, c'est des programmes comme l'A380, qui vont venir dans 3, 4, 5 ans, et même sur des programmes au-delà. On peut dire que les carnets de commandes des industriels sont plutôt bien garnis. Et donc, si la baisse actuelle des prises de commandes se prolonge un petit peu, ça n'aura pas d'effet dramatique. Bien entendu, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Double attentat à Mombasa, au Kenya, le premier contre un avion qui a miraculeusement échappé à un tir de 2 missiles. L'attentat heureusement manqué au Kenya contre un avion d'une compagnie israélienne, c'est une escalade. We will have to restore the confidence of the flying public. That aviation will be secure and will be as safe or safer than it was before. Compagnie aérienne, autorités réglementaires, notamment en direction générale de l'aviation civile, aéroports, ont fait d'énormes efforts pour améliorer les choses. L'inspection filtrage des bagages de soute à 100%, le renforcement de l'inspection filtrage des passagers, le renforcement du contrôle des accès à la zone réservée et notamment l'inspection filtrage des personnels sont les 3 actions majeures qui ont été mises en œuvre depuis les attentats du 11 septembre 2001. France Inter, oui, il est 7 heures. Mais qui est donc ce bagagiste arrêté à Roissy samedi avec des explosifs? Quelles étaient donc les intentions de cet homme aujourd'hui emprisonné? Un aéroport, c'est aussi une ville. Il y a à peu près 80 000 personnes qui travaillent sur le site de Roissy.
Là, on installe la biométrie dans les aéroports. C'est très bien la biométrie, mais c'est pas la panacée. Il n'y a jamais une mesure qui se suffise à elle-même. C'est un ensemble de mesures. Et notre rôle est de vérifier que ces procédures, que ces moyens répondent aux objectifs. Un audit, c'est à la fois est-ce que le niveau de contrôle que l'on fait est assuré, mais est-ce que la qualité du contrôle est aussi réalisée? En termes de coûts, la sûreté pèsera très lourd pendant très longtemps. Quand vous dites aux compagnies on va augmenter les prix parce qu'il faut s'équiper de moyens de contrôle, ils vous disent assez vite, écoutez, arrêtez, on est en concurrence. Sur l'ensemble des aéroports, ça représente à peu près 412 millions d'euros. Autour de 10 € par passager ou un peu moins de 10 € par passager. Il faut mettre en place ces nouvelles mesures et ces réflexions sans perturber un système qui est déjà congestionné et à la limite de la saturation aujourd'hui. Si ça avait été un parcours d'obstacles pour enfin arriver à l'avion et enfin pouvoir voyager, les gens, ça se passe aux États-Unis en ce moment, les gens prennent leur voiture. The security to be incorporated into the airports and also in the cockpits and also in air traffic management is a reality and there is no way back. Les riverains de l'aéroport d'Orly sont en colère. Cet après-midi, quelques centaines d'entre eux, des habitants et des élus, ont manifesté pour protester contre les nuisances aériennes. Les riverains des aéroports supportent de moins en moins les nuisances sonores et c'est vraiment un enjeu fondamental. À Roissy, on va mettre en place un nouvel indicateur de bruit qui va donc encadrer la croissance du trafic sur cet aéroport. Ce qui veut dire donc que le levier environnemental, c'est-à-dire la maîtrise du bruit que nous faisons, va devenir l'instrument de mesure et d'acceptabilité de notre propre développement. L'indicateur de bruit n'est pas synonyme de non-développement d'un aéroport. Parce que si on enlève un avion très bruyant, ça peut permettre d'en faire voler 50 autres. L'A380 sera le plus gros avion jamais mis en service, mais il ne fera pas plus de bruit que les 747-400 qu'il y a aujourd'hui en exercice. Et il aura 40% de moins de pollution que les anciens moteurs. Donc je veux dire, des gains sont toujours possibles. Les constructeurs qui ne seront pas capables demain de faire des produits qui répondront correctement à ces exigences, je ne donne pas cher de leur avenir. 1843, vous avez prévu quelle vitesse en croisière? Pendant des années, les contrôleurs ont travaillé sans réel souci de ce problème. Désormais, il faut qu'ils soient très attentifs lorsqu'ils donnent des caps radars à des avions, à respecter un certain nombre de contraintes. Donc, leur travail ne s'est pas trouvé simplifié de ce point de vue. Est-ce que, monsieur le pilote, vous savez qu'il y a des riverains en dessous quand vous approchez de la plateforme de Roissy ou celle d'Orly? Est-ce que vous le prenez en compte? Pour que nos mesures soient crédibles, eh bien, si elles ne sont pas respectées, il faut sanctionner. Une amende qui va jusqu'à 12 000 € par vol, il est évident que ça peut annuler plus que le bénéfice du vol, donc ces amendes ne sont pas symboliques. Toute la difficulté de ce dossier, c'est le compromis entre la sécurité, l'environnement et la capacité. Le ministre des Transports a encore clarifié sa position hier sur le 3e aéroport. Pour Gilles de Robien, c'est sans appel, ce ne sera pas Chaulnes dans la Somme. Travailler sur le 3e aéroport a consisté pour nous à faire à la fois avancer le dossier et à le discuter sur la place publique. L'élaboration et la mise en œuvre du nouveau dispositif de circulation aérienne en région parisienne, donc, qui a été mis en service le 21 mars dernier, ça a été surtout l'opportunité d'un débat un petit peu sans précédent avec les élus, avec des associations qui représentaient les populations survolées. In 1960, when Eurocontrol was established, the objective was to create one single sky with one single service provider. Eurocontrol a les moyens techniques de développer le transport aérien. La Commission européenne, elle, a le pouvoir et la légitimité pour faire les propositions législatives. It is needed for the future when we are facing increases of traffic,
probably to doubled in the year 2020. À partir de Papeete-Bec, alors, on t'a shooté le 120 Sierra, le 1205. Aujourd'hui, pour aller de Bruxelles à Rome, il faut passer par 8 centres de contrôle. C'est quelque chose qui n'est pas raisonnable et surtout qui n'est pas adapté. Les avions franchissent les frontières à près de 900 km/h. La lutte n'est pas de mise. Il faut se coordonner pour s'échanger des avions ou alors le transport aérien n'a plus de sens. En gros, l'Union européenne a dit, mais voilà, prenez la carte de l'Europe, regardez les flux de trafic et décidez-moi, je dirais, un espace aérien, une sectorisation, des routes optimales. Once that you design the airspace based on operational requirements, then you are in a position to increase safety. Je crois qu'on n'a pas besoin de la Commission européenne pour ça. De toute façon, on est en train de le faire. Bon, disons que la Commission européenne, elle prend le trait en marche. Par contre, effectivement, le fait que la Commission européenne s'en mêle et impose des normes, enfin, nous, c'est ce qu'on recherche. On a toujours poussé pour ça. Air France Novembre Echo à gauche, traversez la piste 14 gauche. Traversez la 14 gauche, Air France Novembre Echo. Le contrôle aérien en France doit rester au sein de la fonction publique, un service public de l'État. La question du statut des personnels français n'a jamais été soulevée par la Commission européenne, absolument jamais. La question de la sécurité, contrairement à ce qui est dit parfois, a toujours été dans les communications de la Commission, même les toutes premières de l'année 99. L'évolution qui est la plus marquante de ces 2 ou 3 dernières années, c'est la mise en place de l'Agence européenne de sécurité. L'AESA apportera d'abord un pouvoir de décision qui manque au système actuel, puisque les JA et Joint Aviation Authorities avec lesquels on fonctionne aujourd'hui ne font que des propositions qui, pour être reprises dans les systèmes réglementaires nationaux, doivent faire l'objet de décisions de chaque État. Que ce soit les acteurs français, anglais, allemands ou tchèques, polonais qui sont en dehors de la communauté encore pour l'instant, je crois qu'on est tous d'accord entre nous pour jouer ce jeu-là. Nous ne sommes pas encore dans ce que les règlements européens vont nous imposer, à savoir une séparation fonctionnelle. Mais il faudra que nous mettions en place cette séparation fonctionnelle, et je pense que c'est quelque chose qui va dans le sens de la sécurité. L'enjeu principal de la séparation, comme on l'a dit souvent au niveau de la Commission européenne, c'est que le gendarme ne fait pas le code de la route. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide du code de la route, quelles sont les règles, et puis quelqu'un qui le fasse appliquer. Ayons un régulateur qui définit des règles, des normes, et un opérateur qui, lui, est chargé de les mettre en œuvre. Ce qu'on peut dire aussi au personnel, eh bien, puisque toutes ces évolutions, nous les connaissons, elles sont inéluctables, eh bien, mettons-nous autour d'une table et discutons et réfléchissons ensemble à la façon dont la DGAC doit évoluer pour tirer le meilleur parti de ces évolutions. Fini les vols en solitaire, les passagers vont devoir s'habituer à voler en escadrille. Jusqu'à présent, à 9000 mètres d'altitude, les avions devaient respecter un écart de 600 mètres avec l'appareil le plus proche. Désormais, l'écart est réduit à 300 mètres dans tout l'espace aérien européen. La sécurité, c'est pratiquement le cœur de métier de la DGAC et ça concerne pratiquement toutes les directions. Aujourd'hui, il nous arrive de traiter 8500 avions jour. Je suis persuadé qu'on dépassera dans quelques années les 10 000 avions jour dans le ciel français. On considère qu'en gros, capacité, sécurité, c'est les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas toucher à l'un sans l'autre. Quand le trafic augmente, on a tendance à réduire le secteur et donc augmenter le nombre de secteurs, et ça, on ne peut pas le faire indéfiniment. Donc ce qu'il faut, c'est augmenter la capacité de travail du contrôleur. On estime qu'au-delà d'une quinzaine d'avions qu'un contrôleur a à gérer en temps réel, à un instant donné, son esprit n'a plus de capacité à assurer un niveau de sécurité suffisant. Ok, on le monte à 2,7, je fais la mode. ODS, ils sont complètement contents du système et ils n'imagineraient pas de revenir en arrière au système qui était en service il y a 2 ans. Speedbird 1753, nouveau cap 15 degrés left. Air France 080 autorisé à descendre vers le niveau 300. Nous traitons le même trafic qu'en l'an 2000, mais avec des retards qui sont inférieurs de plus de 50%. Et en moyenne, ceci représente 1 minute par vol, ce qui est une valeur que nous n'avions jamais connue par le passé. Améliorer la sécurité, ça veut dire également définir des systèmes de retour d'expérience pour analyser les incidents. Il faut pratiquement une année pour qu'un incident soit complètement analysé, et c'est une période qui est beaucoup trop longue par rapport à tous les standards qui peuvent exister dans ce domaine. ESAR permet de nous remettre en question dans le domaine de la sécurité. Et ce qui s'est passé en Suisse, je crois que ça nous a remis les pieds sur terre.
Le budget de la DGAC, c'est environ 1,5 milliard d'euros. On connaît nos coûts, on connaît le coût de nos prestations. Donc ça, c'est un outil de pilotage et de connaissance de nos performances tout à fait exceptionnelles dans l'administration. La nouvelle loi organique n'a absolument pas prévu la suppression des budgets annexes. En fait, elle en confirme leur existence, mais simplement donne une nouvelle définition de ce que doit être un budget annexe. BFM, il est 12h30, le journal Nathalie Croiset. Le projet de loi de privatisation d'Air France était présenté ce matin en Conseil des ministres par Gilles de Robien. Nous, opérateurs économiques, on est d'abord sur nos problèmes de court terme, qui sont ceux de nos exercices budgétaires, nos investissements. On a une vision à 3 ou 5 ans, ce qui est normal pour une entreprise où les investissements sont très lourds. La DGAC, elle doit être porteuse du futur à 15, 20, 30 ans. Savoir s'il faut ou pas construire de nouveaux aéroports, savoir s'il faut ou pas installer de nouveaux équipements de navigation aérienne, c'est au contraire, c'est notre mission. Je crois qu'une direction doit préparer le futur et investir pour le futur. Et aujourd'hui, il y a peut-être encore quelques progrès à faire. À France 205, contactez De Gaulle 125 82, au revoir. De Gaulle disait en parlant de l'ONU que c'était un machin. Et pour beaucoup d'acteurs du transport aérien, du monde du transport aérien, la DGAC aussi passe pour un machin. Quand on dit machin, on ne veut pas dire que c'est quelque chose qui sert à rien. Tout le monde s'entend pour dire que d'abord, ça sert à quelque chose et c'est incontournable. Moderniser la DGAC, à mon avis, c'est faire partager par si possible tous les agents, le sens du service. Que les partenaires soient des industriels, des compagnies aériennes, des pilotes ou simplement l'ensemble du public. Nous avons aujourd'hui une très forte nécessité de travailler aussi sur notre organisation. Sécurité, évolution européenne, environnement, budget nous conduisent forcément à donc lancer ce débat interne. Le moment est venu de s'interroger sur la meilleure façon de répondre à ces évolutions.